Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau pour les DN, l'item 115, les toxidermies. C'est un sujet qui tombe souvent, un sujet transversal, et honnêtement, c'est là où la rigueur du raisonnement fait vraiment toute la différence. Alors, imaginez la situation, super classique. Un patient arrive, il a une éruption cutanée qui vient d'apparaître, et paf, il a commencé plusieurs nouveaux médicaments. La question qui se pose tout de suite, c'est lequel est le coupable? Comment on fait pour savoir? Eh bien, c'est ça, tout l'enjeu de l'imputabilité. C'est vraiment le cœur du problème. Ok, voilà comment on va procéder pour tout maîtriser. D'abord, on va voir le défi diagnostic. Ensuite, on va plonger dans l'enquête d'imputabilité. Puis, on regardera quelques réactions cutanées bien spécifiques et on finira par une synthèse avec tout ce qu'il faut retenir pour les DN. C'est parti! Bon, on entre dans le vif du sujet. Le truc à bien piger, c'est que pour diagnostiquer la cause d'une toxidermie, on ne peut pas juste cocher une case. Non, c'est bien plus complexe. C'est une vraie enquête, un peu comme un détective. On assemble des preuves, des indices, parce qu'en fait, il n'y a pas un seul test qui nous donne la réponse absolue. L'interrogatoire, c'est la base, mais attention, c'est un vrai champ de mine. Il y a plein de pièges. Par exemple, il faut penser à demander tout ce que la personne ne voit pas comme un vrai médicament, genre les antidouleurs pris de temps en temps, les édulcorants, les tisanes et autres produits de phytothérapie. Et puis, il y a le piège classique, celui dans lequel il ne faut pas tomber. Accuser l'antibiotique prescrit pour une angine, alors qu'en réalité, c'est le virus lui-même qui cause l'éruption. Alors, pour y voir clair et pour bien structurer son raisonnement, on s'appuie sur deux grands piliers. D'un côté, on a l'imputabilité intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire que ça vient du patient lui-même. Les preuves, c'est le timing, les signes cliniques qu'on observe sur lui. De l'autre côté, on a l'imputabilité extrinsèque. Là, c'est l'extérieur. Ce sont les preuves qu'on trouve dans la littérature médicale, dans les bases de données de pharmacovigilance. C'est ce qu'on sait déjà sur le médicament en général. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va vraiment entrer dans le concret de cette enquête. On va décortiquer ensemble comment on analyse toutes ces preuves, en commençant par les indices qui sont liés directement au patient. Pour cette imputabilité intrinsèque, le premier élément clé, c'est la chronologie. Il y a 3 points à regarder. D'abord, le délai d'apparition, est-ce que le timing colle avec ce qu'on attend pour ce type de réaction? Ensuite, l'évolution. Est-ce que ça s'améliore quand on arrête le médicament suspect? Si oui, c'est un argument très fort. Et enfin, la réintroduction. Et là, attention, message super important, on ne fait jamais de réintroduction volontaire pour confirmer en diagnostic, c'est interdit. Par contre, si le patient par accident reprend le médicament et que ça recommence, là, l'imputabilité devient quasi certaine. Après la chronologie, il y a la sémiologie, autrement dit, à quoi ressemble l'éruption. C'est un indice crucial. On a des tableaux cliniques qui doivent tout de suite faire tilt. Quand on voit un Stevens-Johnson, un Lyell ou une PAAG, on doit penser médicament en premier. Mais s'il y a bien un signe qui est quasi pathognomonique, celui qui crie littéralement « c'est un médicament », c'est l'érythème pigmenté fixe. Celui-là, il faut le connaître. Un point super important pour les DN, ce sont les facteurs qui peuvent favoriser ces réactions, en particulier les virus. Le cas d'école, celui qu'on apprend tous, c'est l'association mononucléose AEBV plus aminopénicilline qui donne un exanthème quasi à tous les coups. Autre chose à absolument savoir, l'infection par le VIH, c'est un facteur de risque majeur de toxidermie, qu'elle soit bénigne ou sévère. Et enfin, le DRESS syndrome, on sait qu'il est souvent associé à une réactivation de virus comme l'HHV6, l'HHV7, le BV ou le CMV. Et au-delà des virus, il y a aussi la génétique du patient. Certains groupes HLA prédisposent à des réactions. L'exemple type, celui qu'il faut absolument avoir en tête, c'est l'association entre l'allèle HLA B5701 et le DRESS syndrome provoqué par l'abacavir, qui est un traitement anti-VIH. C'est tellement bien démontré que maintenant on dépiste systématiquement ce marqueur génétique avant de prescrire le médicament. Allez, on passe au deuxième pilier, l'imputabilité extrinsèque. On pourrait aussi appeler ça l'argument de notoriété. L'idée est simple et la citation le dit très bien. En gros, le fait de savoir qu'un médicament est déjà connu pour donner un certain type de toxidermie, c'est un argument pratique qui pèse lourd dans la balance. Surtout quand un patient prend 5 ou 6 médicaments différents en même temps, ça aide à orienter les soupçons. Bon, maintenant, on va passer en revue quelques cas cliniques bien spécifiques. Ce sont des exemples hyper importants, des grands classiques de l'examen qu'il faut absolument maîtriser. Prenons les anti-TNF-alpha. Ces biomédicaments peuvent donner 2 grands types de réactions. D'abord, des réactions aiguës, immédiates, de l'urticaire, du prurite, des réactions anaphylactoïdes qui peuvent arriver dès la toute première perfusion. Et puis, il y a l'autre type de réaction, beaucoup plus surprenant et retardé. Ce sont des réactions inflammatoires qui ressemblent à s'y méprendre à du psoriasis. C'est ça qui est fou. Le médicament est donné pour traiter une maladie inflammatoire et il en déclenche une autre qui y ressemble,
C'est pour ça qu'on les appelle des réactions psoriasiformes paradoxales. Autre cas de figure à connaître, le lupus induit par les médicaments. Beaucoup de molécules peuvent faire apparaître des auto-anticorps, typiquement des antihistones. Mais ce qui est intéressant, c'est que les vrais signes cliniques, articulaires ou généraux, sont bien plus rares que le simple fait d'avoir les anticorps dans le sang. Et les signes cutanés, c'est encore plus rare. Le point vraiment clé à retenir, c'est que tout s'arrête et rentre dans l'ordre quelques semaines après qu'on ait stoppé le médicament responsable. Les traitements contre le cancer, là, c'est un chapitre énorme pour les effets secondaires cutanés. Pour s'y retrouver et ne pas tout mélanger, il faut bien comprendre qu'il y a 3 grands mécanismes en jeu. Premièrement, la toxidermie immunoallergique classique. Deuxièmement, la cytotoxicité directe des chimiothérapies. Et troisièmement, les toxicités bien spécifiques des nouvelles thérapies ciblées. Ce tableau, il est super important. Mais plutôt que de le lire bêtement, on va essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière. Le mécanisme immunoallergique, c'est l'hypersensibilité classique. C'est donc imprévisible et par définition, c'est rare. La cytotoxicité, c'est différent. C'est un effet direct du médicament qui tue les cellules qui se divisent vite. Donc c'est un effet fréquent, dose dépendant, et logiquement, ça touche la peau, les cheveux, les muqueuses, tout ce qui se renouvelle vite. Et enfin, la toxicité des thérapies ciblées. Comme leur nom l'indique, elles ciblent une molécule précise. Si cette molécule est essentielle pour la peau, eh bien on aura des effets cutanés qui seront très fréquents et souvent isolés à la peau. Au fond, c'est très logique. Voilà le deuxième tableau qu'il faut bien mémoriser. C'est celui sur les toxicités des thérapies ciblées. On y retrouve l'éruption acnéiforme avec des papules et des pustules qu'on traite avec des cyclines, le syndrome main-pied, cette hyperkératose inflammatoire et douloureuse qu'on gère avec des corticoïdes locaux et des émollients. On a aussi les paronychies, l'inflammation autour des ongles, la xérose, la peau très sèche ou encore la photosensibilité. Pour chacune, il y a une prise en charge spécifique à connaître. Mais là encore, comprendre un peu le mécanisme aide à tout retenir. Allez, on arrive à la fin. C'est la dernière ligne droite, la synthèse pour l'EDN. Pensez à ça comme votre checklist ultime, les points absolument essentiels à graver dans votre mémoire avant le jour J. Le premier message, et si on ne devait en retenir qu'un, ce serait celui-là. Le diagnostic de toxidermie, c'est un diagnostic de présomption. Je le répète, parce que c'est fondamental. Ça repose sur un faisceau d'arguments, comme les pièces d'un puzzle qu'il faut savoir assembler. Le deuxième réflexe, c'est tout aussi crucial, il faut systématiquement chercher les signes de gravité. Devant n'importe quelle éruption, la question doit fuser dans sa tête. Est-ce que ça pourrait être une toxidermie grave qui nécessite une hospitalisation ? On pense Dress, on pense Lyell, on pense Stevenson-Johnson. Ce sont les drapeaux rouges à ne jamais, jamais rater. Ensuite, la conduite à tenir. Elle est simple, codifiée, et elle n'est pas négociable. Ça doit être un automatisme. 1. On arrête immédiatement le ou les médicaments suspects. 2. On ne réintroduit jamais pour confirmer c'est une faute professionnelle. 3. On donne au patient un document écrit qui contre-indique formellement le médicament. Et 4. On fait une déclaration obligatoire au centre de pharmacovigilance pour toute réaction grave ou inattendue. Et un dernier point pour la route, qui concerne le patient lui-même, on ne doit jamais oublier que l'infection par le VIH et l'immunosuppression en général sont des facteurs de risque majeurs de développer une toxidermie. Et pour conclure, une petite question pour bien fixer les idées. Maintenant, devant une éruption qui pourrait être une toxidermie, quelles sont les 3 premières questions qu'on doit se poser pour démarrer son enquête d'imputabilité ? La réponse, eh bien, elle se trouve dans tout ce qu'on vient de voir ensemble.